Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre au troisième cocktail virtuel d'Espace Microcap. Je m'appelle Mathieu Martin, je suis président d'Espace Microcap. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins le blog, c'est un blog sur l'investissement dans les microcaps qui a débuté en 2014. Puis l'objectif, c'était de partager du contenu éducatif puis des idées d'investissement. Et puis c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Puis j'essaie aussi de faire connaître des compagnies qui sont intéressantes. Idéalement des compagnies au Québec, comme ça va être le cas, vous allez voir ce soir. Puis éventuellement, le blog, en 2018, ça m'a amené à me joindre comme consultant pour un fonds d'investissement qui voyait le jour, qui est le fonds Rigmon Microcap. Donc, ça fait depuis presque 3 ans maintenant que je suis consultant pour le fonds. Et puis, mon rôle, c'est de leur recommander des idées d'investissement puis des stratégies de portefeuille pour investir dans les microcaps. Donc, je fais un petit disclaimer très rapide. Le fonds Rigmon Microcap, présentement, n'est pas actionnaire de D-Box. Puis aussi, je dois vous dire, en toute transparence, D-Box a payé un petit montant pour présenter ce soir. C'est pour couvrir les frais de l'événement. C'est vraiment rien de... c'est pas un montant extravagant ou quoi que ce soit. Puis finalement, ce n'est pas de la sollicitation. Toute l'information qui est présentée lors de la séance, c'est vraiment à titre informatif. Donc, faites vos recherches, consultez des professionnels si jamais vous faites des investissements dans les microcaps. Alors, pour aujourd'hui, le format du cocktail, ça va être questions-réponses comme d'habitude. J'ai mes propres questions que j'ai préparées et vous pouvez aussi utiliser le chat puis mettre vos propres questions, soit à mesure ou à la fin. Là, je vais vous le rappeler. Donc, gênez-vous pas, mettez toutes les questions qui vous passent par la tête. Puis, bon, voilà. Fait qu'on va commencer. Je vous présente Technologie D-Box. Le symbole, c'est DBO sur le TSX. C'est une capitalisation boursière d'environ 21 millions de dollars. C'est une compagnie que je suis depuis plusieurs années quand même. Puis j'ai eu la chance d'ailleurs l'année passée d'aller les visiter à leur bureau, d'avoir une démonstration du produit. Je trouve ça vraiment intéressant ce qu'ils font. Puis quand j'ai vu le changement de management plus tôt cette année, j'ai été intrigué. J'ai repris contact avec l'entreprise dernièrement. J'ai parlé avec Sébastien. Et puis, je vois vraiment les signes d'un turnaround qui est intéressant, qui est en train de commencer à s'opérer. Donc, je suis vraiment content de pouvoir vous présenter la compagnie ce soir. Alors, sans plus tarder, Sébastien Maillot, qui est le PDG de l'entreprise. Sébastien, bienvenue au cocktail de Espace Microcap. Merci Mathieu, merci encore, comme je dis, de l'invitation. Et tu as dit que tu étais intrigué, fait qu'on va essayer de dénouer l'intrigue dans les prochaines 45 minutes. Rapidement, donc, que vous voyez ou ne voyez pas, il y a 3 personnes de D-Box aussi qui sont avec moi. Donc, il y a Stéphane Vidal qui vient de se joindre à nous contre VP Marketing et Communication. Donc, il vient de lever la main, donc tout récemment recruté. David Montpetit, qui est CFO, donc qui est là depuis un certain nombre de mois, et également Steve Lee, qui est VP Relations aux investisseurs, qui s'est joué avec nous l'année passée. Et donc, c'est ça. Donc, petite introduction. Et oui, je suis, pour mettre la table, je suis un CEO du COVID, donc changement de management de dernièrement. Donc, on voulait une intrigue palpitante, fait que je rentrais en plein milieu de la période. Ah, c'est parfait. Bienvenue à tout le monde de l'équipe D-Box. Donc, pour commencer, Sébastien, je pense que ça pourrait être utile de nous faire une petite description rapide, là, un petit elevator pitch, si on peut dire, de D-Box. Qu'est-ce que l'entreprise fait exactement? Effectivement. Puis je vais commencer, avant de faire mon petit elevator pitch, en 2-3 phrases, parce que je pense que c'est important. Puis ça va mettre où est-ce qu'on se positionne. Et pour ceux qui ont peut-être déjà entendu D-Box, on va la présenter sur un angle de continuité, mais relativement nouveau, de façon qu'on voit D-Box là-dessus. Donc, le bout que je veux dire avant de faire notre elevator pitch, c'est si on regarde, et même Gartner vient de sortir une étude dernièrement, autrement dit, au niveau des grandes tendances, tout ce qui est la consommation d'expérience. Puis une expérience, ça peut être un divertissement, ça peut être une formation professionnelle. Donc, ça a évolué à travers les années. On a juste à penser à plusieurs années que si on prend l'exemple du cinéma, dans lequel c'était des films muets, puis un jour est arrivé l'audio, etc. Donc, il y a une accélération dans les dernières années de la façon de consommer le contenu, les expériences, et la tendance de Gartner aussi qui est même relevée pour les années 2020,
c'est tout ce qui est expérientiel et l'implication des sens. Donc, ce que c'est D-Box, autrement dit, c'est que D-Box a développé une expertise, un écosystème, une plateforme, c'est-à-dire que nous autres, on connecte des contenus au corps humain. Donc, c'est de faire ressentir des expériences au corps humain. Donc, bien sûr, pour ceux qui connaissent dans les cinémas, pour essayer le plus possible d'illustrer, donc, quand vous allez dans les cinémas, vous pouvez regarder un film ou vous pouvez le vivre à travers le banc ou des sensations d'un véhicule qui irait à gauche ou à droite ou des vrombissements de moteur. Et au même titre, pour donner un deuxième exemple, juste pour garder ça simple, si on s'en va dans la formation professionnelle, donc des gens, exemple, qui feraient de la formation professionnelle automobile pour apprendre à conduire, bien, le fait d'impliquer le corps d'un point de vue sensoriel permet, autrement dit, au cerveau de faire, excusez-moi l'expression, du cueing, donc d'améliorer l'expérience, l'aspect réalisme et de réduire les temps de formation. Donc, ce qu'on fait D-Box, c'est une plateforme haptique qui connecte des expériences, des contenus à différents domaines. Et c'est pour ça que ce segment-là s'en va vers 38 milliards de chiffre d'affaires et vient de plusieurs segments, pas juste le divertissement. OK, parfait. C'est un bon aperçu de l'entreprise. Puis, est-ce que tu pourrais aussi parler un petit peu plus de l'histoire de l'entreprise? Tu sais, D-Box, je pense que ça fait, je ne sais pas combien d'années exactement, mais ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Donc, un petit peu l'histoire, puis comment toi, tu es venu à te joindre à l'entreprise aussi. Parfait. Donc, D-Box, ça a une vingtaine d'années. Donc, si je vais séparer ça, il y a eu comme 4 phases, si je prends les 20 dernières années. Donc, ça a commencé au début à peu près des années 2000, là, je fais ça simple. Donc, c'est là que s'est développée la fondation haptique. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que D-Box, probablement même, je dirais, avant le temps qu'il y ait vraiment un marché d'haptique ou d'implication, donc des tractions dans le marché, a développé l'ensemble des systèmes, donc la technologie. Donc, comment, exemple, si on prend un film, comment je vais codifier excusez-moi, des sensations, comment je vais les traduire, exemple, à des moteurs qui vont faire bouger des actuateurs comme des pistons pour donner l'expérience sur le corps. Donc, le premier 10 ans a été, j'appelle ça la fondation haptique, donc développer cette technologie-là, la faire interagir dans les marchés et c'est là. La deuxième phase qu'il y a eu ensuite de ça, autrement dit, ce qui va à peu près qui a commencé en 2010, c'est que bien sûr, après toutes ces expériences-là, c'était important que D-Box se trouve un marché, autrement dit, pour faire vivre l'haptique aux consommateurs. C'est une chose de le dire, mais quand tu le vis, tu le comprends. Donc, c'est là qu'il y a eu un positionnement de D-Box dans le marché des salles de cinéma. Et l'angle, bien sûr, en 2010, c'était de dire le cinéma, on va venir bonifier l'expérience pour que les gens payent plus d'argent, donc générer des revenus et une expérience bonifiée. Donc, c'est le début des Premium Experience. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Ça a permis à D-Box, à ce moment-là, de faire une croissance qui est passée d'une compagnie de 5 millions de chiffre d'affaires vers les 20-25 millions, de se ramasser dans une quarantaine de pays, de se ramasser avec plus maintenant de 20 000 bancs. Donc, ça a permis de faire connaître D-Box et l'haptique aux consommateurs, de faire également d'amener des millions de gens chaque année qui voyaient le signe D-Box, donc de bâtir le brand à travers ça et de se faire connaître aussi d'un point de vue, j'appellerais ça commercial auprès des partenaires au niveau de la crédibilité. En 2015, et je vais revenir tantôt, c'est là que je me suis joint à D-Box. Il y a eu une première étape de diversification. Donc, le théâtre est encore en croissance. Là, on sait qu'il y a des changements dernièrement, mais il est encore en croissance. Et ce qui est arrivé, on a dit qu'il y avait des tendances accélérées qui se passaient dans le marché, l'arrivée de la réalité virtuelle, la diminution des coûts de la technologie. Donc, on a fait une diversification pour dire que le théâtre va continuer de grandir, mais on veut d'autres marchés. Donc, on a fait une diversification vers des marchés dans le domaine du divertissement commercial, donc les arcades, les musées, la réalité virtuelle, donc tous les divertissements, les parcs d'attractions qui voulaient amener des nouvelles solutions. Et également dans le domaine de la formation professionnelle. Donc, souvent, les gens connaissent les simulateurs comme CAE, qui sont des simulateurs à 20 millions, mais qu'on pense à l'automobile, qu'on pense à la machinerie industrielle. On travaille avec John Deere, on travaille avec Caterpillar, on travaille avec Porsche. Ces gens-là ont voulu entrer de l'haptique ou du sensoriel dans des simulateurs statiques. Il y a eu cette vague-là. Donc, il y a eu une vague de diversification commerciale. Et effectivement, on a préparé en même temps ce qu'on a commencé à livrer qui nous amène vers le futur en 2020, c'est attaquer le marché du consommateur. Donc, bien sûr, on parle du consommateur, on va revenir tantôt du marché du gaming, du marché également de prendre un siège, le mettre à domicile, je fais une image dans une chambre ou et de pouvoir consommer différents types de contenus, des films, des séries. Donc là, on est dans
attaquer le marché du consommateur qu'on voit en forte croissance. C'est les 4 grandes phases de construction, donc la technologie, la croissance du brand à travers le théâtre, la diversification commerciale et maintenant l'accélération du marché à domicile. Moi, je me suis joint en 2015 dans un rôle de type gestion générale, donc type COO. Donc, Claude, à ce moment-là, qui était le président, voulait quelqu'un pour piloter l'ensemble de l'entreprise. Donc, moi, je me suis joint à un moment où est-ce que la compagnie vient d'avoir, comme je dis, un adolescent qui avait grandi trop vite, les bras partaient d'un côté, puis la voix est en train de muer, puis de regarder le plan stratégique. Et c'est là qu'on a mis la fondation du plan stratégique qui a été la diversification et maintenant le marché consommateur de par les réductions de coûts. Et puis, au niveau de ton parcours personnel, avant, tu disais que tu t'es joint à D-Box en 2015. Avant ça, peux-tu nous parler un peu de ton expérience? Disons, qu'est-ce qui t'a aidé à maintenant être à la tête de D-Box puis à amener l'entreprise à connaître du succès? Parfait. Donc, moi, j'ai beaucoup de défauts, fait que je vais les nommer. Donc, mon parcours, donc, à la base, j'ai un background comptable et évaluation d'entreprise, donc un background comptable financier. Mais j'ai eu 3 grandes vies, autrement dit. Donc, aux 4 grandes vies, j'ai fait beaucoup de corporate finance, donc dans le milieu de la consultation, du M&A, de l'évaluation d'entreprise, de la restructuration, donc dans les bureaux de consultants. Ensuite de ça, j'ai eu une époque où j'étais beaucoup en gestion opérationnelle de compagnies de technologie qui m'occupaient des finances, de l'IT, de l'opération des ventes, donc beaucoup de start-up. Donc, j'ai touché au côté opérationnel ou entrepreneurial de monter des business, autrement dit, monter les plans d'affaires, tout ce qui était les aspects technologiques, brevets, etc. Ensuite de ça, j'ai eu un passage du dark side of the moon. Je suis devenu investisseur pendant 6 ans, donc je suis devenu associé dans un fonds de technologie. Donc, aller du côté investisseur dans les technologies et je sautais dans les compagnies quand on faisait des transformations comme PDG par intérim ou CEO des intérims. Puis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je suis plus en gestion générale CEO. Donc, prendre des entreprises, j'appelle ça high pace environment, transformer des organisations, autrement dit, dans des plans de match pour faire de la croissance. C'est mon bagage de finance, technique et de gestion. Est-ce que D-Box, c'était une des... disons, tu disais dans ton rôle précédent, où tu t'impliquais tu travaillais pour un fonds d'investissement en technologie, puis tu t'impliquais dans des entreprises. Est-ce que D-Box, c'était une des compagnies, disons, en portefeuille que tu as eu à t'impliquer comme ça, ou c'était vraiment un changement complètement de carrière? Non, bien, ça a été, moi, Claude McMaster, je le connais depuis 20 ans. Okay. Donc, le président, c'est comme ça qu'on s'est connus. On n'est pas des amis proches, mais on s'était connus professionnellement. Non, D-Box, dans le fond, Claude avait essayé de me recruter il y a 12 ans, à peu près. J'ai dit non. Fait que, donc, il y a 5 ans, donc, je connaissais D-Box, je connaissais l'aventure, je connaissais la vision. Mais le timing a été bon en 2015, suite effectivement, moi, à différents parcours que j'ai faits pour quel type d'expertise il y avait besoin ici dans la prochaine vague de croissance. Fait que, non, moi, je n'investissais pas dans des compagnies publiques, vu que D-Box est public depuis une vingtaine d'années. Oui, OK, parfait. Bon, ben, je vais revenir un petit peu disons, à la business puis à la base. D-Box, c'était une compagnie. Vous êtes fait connaître dans les cinémas, les bancs de cinéma. Oui. Je pense qu'il y a encore peut-être une fausse conception que D-Box, c'est juste des sièges de cinéma. On va voir aujourd'hui que ce n'est pas le cas nécessairement, là, mais mettons, on va toucher à ce sujet-là en premier. Avec la COVID-19, c'est difficile pour les cinémas présentement. Peux-tu nous parler peut-être un peu de l'impact, puis c'est quoi la situation actuelle? Oui, donc, comme on dit, donc, pour le secteur du théâtre, effectivement, comme tu as bien dit, Mathieu, D-Box s'est fait connaître à partir de 2009. On en a se positionné autant du point de vue consommateur, investisseur et corporatif. Il y a eu longtemps un positionnement, je dirais, marché théâtre. Je rappelle juste aux gens, pour les gens qui ne connaissent pas D-Box, donc de mettre certaines composantes, et je vais répondre à ta question, c'est D-Box fait de l'argent dans les salles de cinéma de 2 façons. Donc, on vend des sièges haptiques qui s'en vont dans les salles de cinéma. Donc, on fait des marges brutes sur du matériel qu'on vend. Mais j'aime ça dire aussi, on a un modèle qui appelle ça rasoir et lame. Donc, la journée que les gens ont là, bien, chaque personne qui va au cinéma paye une prime D-Box pour être assis dans un banc D-Box et on reçoit
une quote-part du revenu. Donc, on a un modèle de revenu récurrent sur chacun des tickets vendus à travers la planète. Donc, ça, c'est le modèle. Donc, effectivement, bon, c'est comme secret de polichinelle, les cinémas ont été frappés dans le maître de la COVID. Donc, effectivement, c'était à peu près, au moment de la COVID, 50 de notre chiffre d'affaires, 25 pour faire des chiffres ronds qui étaient des revenus récurrents et 25 des ventes de systèmes. Donc, effectivement, les résultats des 2 derniers trimestres sont teintés de, c'est pas fermé à 100 mais disons d'une fermeture à 80 en plus des cinémas. Donc, ça, c'est pour le court terme. Moi, de la façon que je vois ça aussi quand on regarde vers l'avant, dans les éléments intéressants, c'est il y a définitivement un bout que je pense pour moi qui est extrêmement intéressant quand même d'un point de vue investissement court terme dans les salles de cinéma, même s'il va continuer d'avoir des challenges et que la business va revenir progressivement, c'est la COVID amène les gens, autrement dit, à devoir être cloués à domicile. On le sait, cloués là, pas de voyage, etc. Comme je dis, les gens vont retourner dans les salles de cinéma avant d'aller dans un avion. Et même dans les quelques films qui sont sortis, même si ça a été des courtes expériences, si on regarde certains pays, les résultats des salles de cinéma, même dans un environnement de distanciation au niveau de vente d'étiquettes, ont été vraiment intéressants, même avec moins de vent. Donc, effectivement, on est frappé présentement. La business va probablement revenir dans 12 mois d'ici quand on prend les sales of system progressivement, dans le retour progressif. Et le bout qui est intéressant, je fais des chiffres, à peu près 8 millions de revenus récurrents par année pré-COVID. Donc, dès que les cinémas rouvrent, bon, quelqu'un peut dire on les escompte un peu, mais c'est des revenus qui sont à près de 100 de marge, autrement dit, qui vont réapparaître. Et les salles de cinéma qui ont des bilans difficiles, bien, ils vont vouloir générer des revenus, puis ils vont vouloir générer des revenus avec des premiums par-dessus parce qu'on génère plus de revenus. Donc, on voit déjà une tendance de préparation focus qui devrait être extrêmement intéressant au niveau qu'on voit même dans les défis qu'on a, mais extrêmement intéressant au niveau du revenu récurrent, plus tôt que plus tard quand ça va repartir, parce que ça, tu n'as pas besoin de les vendre. On est déjà là et s'ils veulent des films, bien, ils doivent nous parler et ils doivent nous payer. OK, parfait. Puis maintenant, au niveau des autres verticaux dans lesquels vous êtes actif, en fait, peux-tu nous décrire, Oui. tu en as parlé un petit peu, là, mais je pense que le futur, c'est d'aller vers le consommateur chez lui. Donc, peut-être nous parler un peu des autres verticaux et du potentiel que tu vois. Oui, je vais parler des verticaux. Je vais essayer à chaque fois, Mathieu, pour aussi clarifier pour les gens, donner des exemples concrets pour que les gens puissent le faire. Donc, retenir en général que dans l'ensemble des segments que je vais parler, on travaille avec des revendeurs. Donc, effectivement, nous autres, D-Box, je vais faire une analogie. Si quelqu'un vend un moteur, si quelqu'un vend, excuse-moi, une voiture, mettons à Mathieu, quelqu'un vend une voiture, c'est comme si nous autres, on fait le moteur, on fait une des composantes clés de l'expérience, que ce soit une simulation, que ce soit, etc. Donc, on revendrait à quelqu'un qui vend des voitures. Donc, on travaille avec des partenaires de commercialisation, ce qui permet, excuse-moi l'expression, de scaler de façon intéressante le business au niveau de la profitabilité. Donc, nos segments de marché, si je les prends pour mettre des exemples, donc on a un segment de marché qu'on appelle, outre que le théâtre, qui est ce qu'on appelle le divertissement commercial. Et dans ces éléments-là, et je vais donner quelques exemples, on fait référence là-dedans à tous les parcs d'attractions. Tout exemple, les musées qui mettent de la technologie pour se réinventer, des planétariums. Il y a des bateaux qui se mettent, on entend souvent parler de LBE, Local Based Entertainment, ou FSC, Family Entertainment Center, des rec rooms. Donc, comme vous savez, les cinémas se développent des rec rooms, il y en a aussi des arcades. Donc, tous ces centres-là de divertissement à petit footprint, nous, effectivement, c'est tous des segments de marché qu'on vient s'intégrer là. Et c'est ça la beauté. Tu vas chez Walt Disney faire une ride dans un parc d'attractions qui a peut-être coûté 50 millions, mais maintenant, la technologie haptique de précision comme on a permet pour une solution qui va peut-être se vendre 50 000 puis qui a un payback de 3 mois de l'avoir au centre d'achat. Donc, cet aspect-là se rapproche. Fait que ça, c'est un des segments-là. Donc, on travaille avec, exemple, Cineplex dans des rec rooms. On a travaillé en réalité virtuelle avec des compagnies, avec IMAX qui a fait des réalités virtuelles. On est dans des planétariums, on est dans des musées. On fait un musée olympique avec des épreuves de bobsleigh, etc., pour que les consommateurs pouvaient aller voir, tester, comme vivre une expérience olympique dans du bobsleigh ou dans du kayak, etc. Fait que ça, c'est un segment de marché, toujours en partenariat. Un deuxième segment de marché qui est plus orienté, que je dirais, dans un persona différent, c'est que
dans la formation professionnelle, on va dans un créneau où est-ce que les gens achètent pas pour se divertir, mais pour améliorer leur performance ou pour réduire des coûts de formation. Donc, tantôt, je parlais de John Deere ou de Caterpillar. Je vais vous donner un exemple très simple. Pont-Champlain, c'est pas loin de nous autres, right? Quand à un moment donné, ils ont parlé des grutiers, vous pouvez penser qu'un grutier qui s'en va mal formé puis qui dépose une poutre puis qui va dans le Pont-Champlain, ça coûte cher. C'est des formations de 2, 3, 4 puis 5 ans dans de la machinerie industrielle. Donc, ces joueurs-là, des Caterpillars de ce monde, utilisent l'aptique pour deux raisons. Pour des raisons de formation et de réduire les temps de formation parce qu'on a une expérience qui est plus réelle. Et aussi l'utilise au niveau des concessionnaires. Donc, si, exemple, quelqu'un voudrait s'acheter une mini-grue dans un dealership, bien, la personne peut dire embarque sur le simulateur, tu vas voir comment ça s'opère. Donc, il y a des outils de vente et il y a des outils de formation. Donc, on est vraiment dans le ROI ou dans la performance. Ça, c'est un autre segment de marché. Donc, on a parlé Caterpillar, on a parlé John Deere, comme dit NASA, l'armée. Donc, on est dans plusieurs sortes de la formation automobile, de la formation de voitures, de tanks. On est tous dans ces éléments-là en tant que composante aptique. On a un autre segment qui nous amène vers le consommateur. Donc, tout ça, c'est des segments qui existent et qu'on avait du chiffre d'affaires de façon prononcée et qui continue. On a un autre segment de marché qui est tout ce qu'on appelle le racing. Donc, dans le racing, et on a fait une annonce dernièrement avec le FIA que je reviendrai. Et dans le racing, il y a deux segments de marché. Donc, il y a même trois segments de marché. Il y a les racers, donc j'avais ça comme un peu des rec rooms. Au lieu d'aller dans les arcades, il y a des gens qui développent des centres de course, de simulation de course, mais qui ne sont pas du Mario Kart, qui sont vraiment de la vraie simulation de course automobile. Donc, il y a des applications commerciales. Il y en a sur des circuits d'F1. On a travaillé avec le MAP et le WEC dans des activations, dans des projets qui sont comme ça. On a travaillé avec des paddocks de F1. Donc, on a tous ces éléments-là qui sont des activités commerciales de racing. Et un peu comme on parle du gaming, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du racing à domicile. Donc, il y a des gamers qui font 20 heures, 40 heures, 50 heures par semaine. Il y en a des racers, ce qu'on appelle, des fois, ils vont avec des manettes, mais qui s'agit de ce qu'on appelle des rigs, donc un châssis avec des pédales et des volants. Et eux autres, ce qu'ils font, ils se concentrent à conduire pour le plaisir. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est dans le marché du racing commercial et consumer. On était effectivement, avant, on vendait à des prix, on a toujours été la référence dans ces segments de marché-là. Et bien sûr, là, il y a une accélération des ventes du racing d'un point de vue consommateur de par nos réductions de prix, de par le nombre de jeux supplémentaires qu'on rentre et de par, bien sûr, avec le COVID, tous les gens qui sont en train de consommer, on le voit à domicile. Fait que ça, c'est le segment qui nous amène vers le marché consommateur. Donc, les autres étaient plus commercial. Le racing a un côté commercial et consommateur. Les deux autres segments de marché, autrement dit, dont un existe depuis longtemps, mais qu'on attaque de façon plus vigoureuse et qu'on a fait des annonces dans les derniers mois, il y a ce qu'on dit, si on va faire là, le gaming. Donc, bien sûr, quand on parle de gaming, on parle vraiment des gens qui jouent à du Assassin's Creed, du Call of Duty, donc des jeux qui vont se concentrer 3-4 jeux qui sont des gaming et qui achètent des gaming chairs. Donc, D-Box, effectivement, quand on dit d'attaquer le marché du gaming, c'est d'attaquer le marché généralisé des jeux vidéo. Et effectivement, si on regarde de façon simple, bien, les gens qui achètent une gaming chair, d'intégrer l'aptique à une chaise, soit en rétrofit de gaming chair ou dans une solution complète pour que les gens puissent bonifier leur expérience. C'est dans cet angle-là qu'on a annoncé Ubisoft cet été et que l'on a annoncé qu'Assassin's Creed allait être le premier jeu de la franchise Ubisoft qui allait être en D-Box. Donc, ça, c'est vraiment le Persona Gaming des sièges. Et le dernier vecteur, qu'on fait du home depuis 20 ans, mais à très, très dispendieux. Donc, on parlait de 10-12 000 US du siège. Donc, bien sûr, avec des réductions de coûts, puis en s'intégrant là, ce qu'on voit de façon définitive, c'est qu'il y a un segment de marché, effectivement, encore plus avec le COVID puis le divertissement à domicile, qui est d'avoir un siège qui, à cause des composantes d'articles, vont permettre un siège appelé ça multi-usage, qui va permettre de vivre un panoplie d'expériences à domicile. C'est certain que les premières expériences qu'on va penser sont normales, c'est de dire on avait déjà les films, les séries, ceux qui suivent nos éléments-là, on code les Mandalorian, les Witcher, les Jack Ryan, donc des séries, la musique. Mais aussi, si on pense plus loin, quand on pense à ce qui amène l'aptique, je vais donner 2-3 exemples parce que pour moi, c'est important de ce que ça peut devenir. C'est, à titre d'exemple, si je parle de relaxation, c'est prouvé qu'il y a des fréquences qu'on est capable de coder qui sont capables d'améliorer la mémorisation. Il y a des fréquences qui amènent la relaxation. Donc, c'est comme des canaux d'évasion quand tu achètes tout ton câble, il y a des éléments comme ça. Et si on se projette dans le temps, ça a l'air farfelu, mais ça ne l'est pas.
Si on pense, mettons, à Disney, qu'on paye pour aller faire une ronde de parc d'attractions chez Disney, une montagne russe, grâce à l'aptique, ils peuvent amener une partie de leur brand à domicile en disant on va coder une ride de montagne russe, qu'elle soit en réalité virtuelle ou pas, et faire vivre ces éléments-là. On est en discussion avec l'exemple de l'opéra. Pourquoi les gens vont avoir des cancers? C'est qu'ils veulent vivre émotivement, tu sens quelque chose au niveau du corps. On a fait l'année passée un projet avec l'opéra pour voir comment on venait bonifier l'opéra au niveau des auditoires. Fait que ça devient un siège qui permet de rajouter de la texture et de l'émotion à des choses que ça prenait que l'être humain sorte de chez eux pour le voir. Fait qu'on pense que ce segment-là de marché est très porteur à court et à moyen terme. C'est assez impressionnant. À chaque fois qu'on, c'est pas la première fois qu'on se parle, mais à chaque fois, ça m'impressionne à quel point la technologie s'applique à vraiment plein d'usages différents. Puis au niveau du modèle de revenus, là, parce que là, on a parlé, vendre les sièges, par exemple, dans les cinémas, on a parlé de vendre du hardware là, pour des gaming chairs, par exemple, ou des rigs de racing. Mais c'est quoi l'aspect qui est vraiment vente de hardware, puis qu'est-ce qui est peut-être récurrent ou qui va amener d'autres sources de revenus pour D-Box dans le futur? Parfait. Fait que, donc, effectivement, oui, comme tu as dit, présentement, on a deux types de sources de revenus. Donc, on a du hardware, on vend des systèmes. Et effectivement, on simplifie ça dans le domaine du théâtre, on a une source de revenus récurrents qui sont reliés aux billets. Une des choses que je veux juste dire avant de parler des revenus, puis je vais faire un exemple de ce qu'on a vécu dans le COVID, c'est comme si, je vais prendre un exemple, Mathieu, mettons que tu as une voiture, là, puis ton moteur ne fonctionne pas, et que tu n'as pas le goût de payer ton garage, tu vas payer ton garage parce que le moteur, tu en as besoin pour que ton char roule. Pourquoi je dis ça à un moment donné, même si effectivement il y a une notion de recurring, c'est considérant que le haptique est au cœur des solutions qu'on donne des gens, pense dans un parc d'attractions ou pas, les gens, même quand on n'a pas de recurring, on a souvent du repeat order parce que s'ils veulent que leur système soit suivi et qu'on les aide, ils sont obligés de nous payer parce qu'on contient, j'avais ça la caramel, là, c'est nous autres qui la contient, cet aspect-là. Mais si on regarde au futur, effectivement, on va continuer d'avoir du hardware, mais de la façon qu'on voit quand on parle de plateforme arctique, on voit deux types de revenus qui vont s'accélérer. Un, comme on a dit, on a un modèle de revenus récurrents dans le domaine du théâtre. Tout ce qu'on s'en va faire dans le domaine du marché des consommateurs va avoir une récurrence. Donc, si on achète un siège à domicile, effectivement, les gens vont payer leur siège, mais après ça, pour avoir des nouveaux films, des nouvelles séries, des nouvelles catégories, donc les gens vont payer un revenu récurrent. Donc, on voit définitivement que ce segment-là de marché avec le footprint va rajouter ça, donc des récurrents, que ce soit tant par jeu ou tant par mois, si on pense à des paiements que les gens sont habitués de type Netflix. Donc ça, il va y avoir une évolution effectivement de ces types de revenus-là. Le deuxième type de revenu, puis je vais donner un exemple autrement dit parce qu'on est assez excité de ce côté-là, c'est que souvent, comme on a dit, les gens pensaient que D-Box, c'était du théâtre. Mais quand tu comprends que D-Box, c'est la science haptique qui est en arrière, et je vais donner un exemple très concret, on voit apparaître dans le temps beaucoup de revenus, autres qu'on voit de licences. Et je vais faire un exemple. Prenons un exemple, une veste haptique. Dans les produits haptiques, il y en a peut-être qui ont vécu là. Tu te mets une veste là, puis selon les bruits, les sons, donc il y a beaucoup de périphériques de gens qui sont en train de faire une veste haptique. Mais en général, c'est des produits qui sont assez limités d'un point de vue technologique de l'expérience qu'ils peuvent donner. Donc, nous, ce qu'on voit autrement dit, c'est qu'avec les codes qu'on a, je pourrais aller voir quelqu'un qui fabrique une veste haptique. Et vu que mes codes me permettent de créer des nouvelles expériences, je serais capable, autrement dit, de licencier ma technologie sur leurs produits. Donc, on voit effectivement que D-Box, son objectif, c'est d'amener son expertise d'haptique et de venir driver plusieurs périphériques et effectivement d'avoir moins, à avoir plein d'inventaires, etc., mais de pouvoir dire, on va trouver la solution, on va faire le design, à la rigueur, achète directement de notre fournisseur le hardware, mais effectivement, on travaille avec ton hardware, puis nous autres, on va charger un licensing fee, autrement dit, donc de transiter là-dedans. Donc, il devrait y avoir, comme dit, du hardware, de la récurrence à travers le contenu supplémentaire que les gens doivent consommer et effectivement des associations de partenariat à travers d'autres joueurs ou effectivement dans des modèles que les gens vont pouvoir acheter directement. Fait que comme ça, moi, j'aime les compagnies avec des gros chiffres d'affaires, mais j'aime les compagnies comme mon CFO avec un très beau bottom line et valorisation. C'est ce qui m'intéresse. Oui, ben moi aussi, je dirais que c'est ce qui m'intéresse. Puis je pense aussi que je pense que
Puis là, je pense à voix haute, là, puis je le dis pour les gens qui sont les participants sur l'appel Zoom. Là. Je pense que quand si cette stratégie-là fonctionne puis s'accélère, je pense que le marché, à un moment donné, va réaliser que, OK, tout d'un coup, il y a beaucoup de revenus récurrents, il y a du licensing, il y a des revenus à très haute marge. Évidemment, je pense que la compagnie va devenir très profitable avec un modèle comme ça. Puis, je pense que la valorisation, le potentiel de vraiment se réévaluer, disons, à un multiple qui est plus en ligne avec des compagnies de software. Il y a un complément que je vais dire, Mathieu, à ce que tu dis, juste pour, comme on dit, je ne donnerai pas de secret, c'est de l'information qui est publique, mais l'autre beauté qu'on a à travers ça, quand tu dis effectivement que la conversion de tout ça, puis là, je n'irai même pas jusqu'au bout, le monde va comprendre, c'est qu'est-ce qui est à la mode, c'est de l'intelligence artificielle. Excuse-moi, Steve, fais juste me brancher parce que l'ordinateur est en train de mourir. Excusez-moi. Pas de problème. OK, tout est réglé, c'est bon. Donc, on entend beaucoup parler de AI, de Deep Learning Machine, donc comment, autrement dit, pouvoir scaler. Puis une des choses qui est essentielle quand tu fais ça, et pour moi, c'est extrêmement intéressant, c'est pour pouvoir faire de l'AI, il faut que tu aies des bases de données. Donc, effectivement, c'est des machines qui apprennent en accéléré. Puis, effectivement, la beauté, c'est que D-Box, probablement un peu trop avant son temps, mais ça fait 20 ans qu'on fait de l'aptique, ça fait 20 ans qu'on a des codes de motion. Il n'y a personne qui a ça. Donc, effectivement, on l'a dit, on a commencé à faire de l'AI là-dedans. Donc, en même temps, comme tu dis, qu'il y a de la scalability quand il va y avoir du volume qui s'en vient. Bien, il y a un deuxième angle, autrement dit, peu importe que tu vas être capable on va être capable de faire du x5, x10 ou d'automatisation de contenu, soit pour faire de la réduction de coûts ou pour produire 10 fois plus de contenu avec les mêmes coûts. Donc, cet élément-là aussi est rendu intéressant à cause de l'historique qu'on a, que si on était une nouvelle compagnie, bien, il nous manquerait un petit peu de data pour analyser. Mm-hmm. Puis, juste une autre petite question. Là. Tantôt, quand tu parlais des vestes haptiques, que vous avez le code, que vous pouvez licencer à des compagnies, là, est-ce que c'est... disons, est-ce que c'est juste un savoir-faire que vous avez? Est-ce qu'il y a un élément breveté là-dedans? Qu'est-ce qui protège un peu votre propriété intellectuelle? Peut-être juste faire le tour de ça. Oui, je vais regarder ça simple, mais effectivement, c'est une bonne question. Puis je vais même donner un exemple peut-être plus concret pour montrer les dimensions. Autrement dit, on a à peu près 70 brevets, puis à peu près 70 autres pending. Donc, on brevette l'ensemble de notre écosystème, combiné bien sûr à des secrets professionnels, des librairies et tous ces éléments qui sont là. Donc, c'est pour ça que je vais faire une anecdote. On est déjà allé en Chine envoyer des produits, puis on est arrivé en Chine, puis ils nous redonnent une boîte avec des actuateurs démontés. Puis, j'ai essayé de te copier. On leur a dit, bien, moi, tu peux copier mon actuateur, mais de toute façon, même si tu copies l'actuateur, je vais l'acheter de toi si tu le fais moins cher parce que tu as besoin de l'ensemble des éléments pour le faire. Donc, au niveau de la propriété intellectuelle, effectivement, on a énormément de brevets qui ont été déposés sur les éléments qui sont là. Pour donner un autre angle, peut-être pour répondre à ta question, pour moi qui est intéressant, puis je vais essayer de le rendre le plus concret possible. Puis là, je vais faire un premier du message, c'est l'image. Il y a des produits qui existent dans le marché, mais c'est vraiment pour créer l'exemple qu'on appelle des shakers. Des shakers, là, prenez l'exemple d'un aimant. Tu sais, mettons, tu cognes sur un aimant, elle vibre. Donc, mon point, l'aimant réagit à un son ambiant ou à un geste. Donc, beaucoup des technologies qui existent à cause qui rendent vraiment, excuse-moi, qui ont arrivé avec une approche vraiment des gens qui visionnent ça, sont basés effectivement sur essayer d'interpréter l'audio en temps réel, façon de parler, donc de réagir à des fréquences. Donc, il y a des éléments intéressants de dire que ça fait des approches peu coûteuses, mais les éléments que ça veut dire autrement dit, c'est qu'il y a beaucoup de textures ou des éléments qui sont là qui ne peuvent pas réagir. Nous, effectivement, D-Box, la façon que les codes sont montés, c'est, on appelle ça de l'authoring, c'est, vu qu'on travaille avec le contenu d'origine, on est capable de créer des éléments supplémentaires. Par exemple, un shaker que quelqu'un vendrait 300 $ qui peut juste réduire à certaines fréquences, exemple des coups de fusil. Moi, je pourrais envoyer mes codes d'aptique à ce shaker-là pour le faire vibrer à une fréquence qui n'existe pas, mais qu'on voit à l'écran. Donc, c'est là qu'effectivement, tu ne changes pas le prix du hardware que la personne est là, mais tu es capable d'améliorer la performance. Là, je donne un exemple vraiment le plus, j'espère, un peu plus concret, mais c'est là que notre technologie qui est connectée en amont permet effectivement, à travers l'IP, pas besoin de l'hardware, de pouvoir bonifier l'expérience immersive à des faibles coûts de périphérique. OK, parfait. Là, c'est un très bon exemple. Ça illustre bien.
Prochaine question. Ben, au niveau de vos objectifs, peut-être sans nécessairement, là, en évitant un peu les forward-looking statements, là, ce serait quoi, disons, les objectifs de D-Box à court et long terme? Mettons, disons, moins d'un an, puis à plus long terme, 3-5 ans. Bon, Mathieu, tu es un être sympathique, fait que je vais te répondre à ta question. Non, ben, effectivement, puis c'est en ligne avec ce qu'on a fait. Quand moi j'ai pris, je fais ça un court retour, quand j'ai pris effectivement le positionnement de D-Box officieusement, je dirais à l'automne 2019, on avait déjà fait le plan stratégique, puis effectivement, l'angle de venir valoriser la plateforme technologique, ce que j'ai appelé donc une plateforme qui est à monétiser, mais aussi d'attaquer plus agressivement le marché du consommateur, c'est un positionnement pré-COVID. Donc, dans la première année, puis comme je dis, est-ce que j'aimerais ça pour avoir le COVID? La réponse est j'aimerais ça pas l'avoir comme tout le monde, mais ce qui est. Puis là, effectivement, ce qui va bien, c'est que notre positionnement consommateur, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'effectivement, vu que D-Box, les actionnaires qui suivent D-Box depuis longtemps ont entendu ce refrain-là depuis longtemps. Certains, autrement dit, il y en a qui vont dire qu'il y a un peu de folklore là-dedans. Puis moi, j'ai dit, nous devons démontrer au marché de façon tangible dans le segment qu'on a dit du racing orienté plus, donc dans les produits de consommateurs, dans le racing, dans le gaming qu'on parle, etc. Et effectivement, dans un siège plus abordable à domicile, de montrer de façon tangible qu'il y a de l'attraction. Parce que c'est le fun d'en jaser, mais pratico-pratique. Puis, oui, la vision est là, on l'a fait. C'est pour ça que les objectifs à court terme, c'est très simple. On l'a dit, c'est de lancer notre siège dans le marché à domicile. Et je vais le dire autrement dit, ça va être lancé avant Noël, de le lancer dans des plateformes électroniques pour que les gens de type Amazon, Wayfair, etc., où est-ce qu'on s'en va dans des modèles plus dynamiques, modernes. Donc, effectivement, de lancer avec des partenaires pour qu'effectivement, on vienne combiner des expertises. Donc, il y a eu une annonce de JMR en ce sens-là. Et comme je dis, c'est public avec ça. Donc, on va lancer avant Noël ce siège-là. Donc, tous les éléments qui viennent de montrer il y a un siège qu'on met à domicile à un prix qui est intéressant et qui vient avec plus de contenu. Certain qu'on n'a pas tout le contenu qui est là, mais donc le siège va sortir avec des séries, des films, des extraits de musique, des éléments de relaxation, puis d'autres choses qui s'en viennent là-dessus. Ça, c'est un premier élément de déployer ça. Et bien sûr, c'est un de plusieurs partenaires, donc de montrer cet élément-là. Donc, le siège, l'accessibilité et effectivement la catégorie de contenu, sa portée. Ça, c'est un premier vecteur dans la première année. La deuxième année, autrement dit, dans le gaming, c'est la même chose, c'est de livrer, si on se met d'ici la prochaine année, d'ici à la fin 2021, de livrer un gaming chair avec l'actif, donc le produit que les gens peuvent acheter dans le marché et aussi qui va venir avec des titres de qualité pour partir. C'est certain qu'on ne fera pas tout dans la première année, mais Ubisoft, et il y en a d'autres qui s'en viennent des annonces. C'était une annonce importante parce que c'est du contenu. C'est des belles franchises, mais aussi à travers l'association, sans aller confidentiellement, bien, quand tu lances puis Assassin's Creed est là, tu as accès à 100 millions de personnes qui jouent à Assassin's Creed. Fait que ça peut en faire au moins 2-3 qui vont vouloir acheter le siège. Fait qu'il y a une association indirecte de marketing et de commercialisation là-dessus. Fait que ça, c'est donc tout ce qui est relié au gaming. Donc, tu peux penser que c'est effectivement tous les gaming chairs, aller chercher du contenu. Et dans le racing, effectivement, on voulait encore plus pénétrer. Donc, on est dans le racing, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans, fait qu'on connaît ça. Mais effectivement, on travaillait beaucoup avec des revendeurs plus techniques, si je peux dire. Puis là, effectivement, avec des produits qui s'en viennent de plus en plus conviviales d'intégration. J'appelle ça plug and play pour le consommateur et non pour le passionné de racing. Donc, une réduction de coûts, mais il y a une convivialité. On est en train, bien sûr, de s'associer avec des partenaires, un peu comme des gens de e-commerce qui sont plus je vends des boîtes, puis les gens intègrent ça facilement à domicile. Fait que la FIA est une belle annonce dans ce sens-là. La FIA, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on est la première compagnie à travers le monde qui ont un endorsement exclusif avec la FIA, qui est la Fédération internationale automobile. Puis c'est elle qui drive, qui influence la F1, le Mans, le WEC et les éléments qui sont là. Fait que quand on l'a pendant 3 ans, donc ils endorsent la qualité de notre show, autrement dit, puis on a accès à tout leur marketing et tous leurs contacts. Fait que ça, effectivement, on est là-dedans. Fait que, à court terme, c'est de montrer que le potentiel haptique qui est là avec une accessibilité plus générale, autrement dit, a son potentiel. Fait que c'est là la prochaine année qui est comme COVID, pas COVID, we deliver. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 75 millions de ventes l'année prochaine, mais ça veut dire qu'il y a des éléments que les gens voient la création de valeur et vont venir les revenus qui vont s'ensuivre à travers les partenariats.
Puis c'est ça, tu sais, comme tu l'as mentionné, c'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau. Là, c'était, en tout cas, je crois comprendre que c'était quelque chose qui était déjà pensé, qui avait été réfléchi depuis un certain temps. Là. Puis la COVID, je pense que c'est le scénario idéal pour ce marché-là pour accélérer la croissance, je pense. Je rappelle, rapidement, je rappelle aux gens, si vous voulez poser des questions, gênez-vous pas, écrivez-les dans le chat. J'ai encore quelques questions, mais je peux commencer à prendre les questions des gens si vous en avez. Fait que gênez-vous pas, écrivez-les. Prochaine question que j'avais, c'était plus au niveau financier. Je ne sais pas si David, le CFO, va vouloir prendre celle-là, mais peut-être juste dresser un petit portrait là, de la situation financière actuelle. Oui. Puis peut-être parler du bilan un peu, les capitaux que vous avez à votre disposition, puis comment ça va vous permettre d'exécuter votre stratégie. Avez-vous besoin de plus de financement, etc. Parfait. Fait que, oui, donc je vais faire un pont entre ce que j'appelle le D-Box pré-COVID et post-COVID. Donc, effectivement, là, si je simplifie pour les gens-là, puis ça va mettre aussi certains changements philosophiques qui ont été arrivés entre le changement de direction. Donc, si on regarde les dernières années, là, je fais ça très simplifié. D-Box, c'était une compagnie d'à peu près 30 millions de chiffre d'affaires et 2 millions d'EBITDA. Et la logique du 2 millions d'EBITDA était que Claude, le président, avec le board, disait ça nous prend 2 millions pour être cash flow neutral, puis je réinvestis tout. Fait que je garde ça simple. Fait que donc, ça a été le positionnement, autrement dit, qui est là. Fait que ça donnait ça comme business. Lorsque j'ai officieusement pris les règnes à l'automne, moi, j'ai dit à 30 millions de chiffre d'affaires, c'est pas vrai que je ne fais pas d'argent. Donc, je n'ai pas de problème, autrement dit, je veux réinvestir, on veut de la croissance. C'est bien beau de faire. Fait qu'on avait structuré pré-COVID à l'automne, on avait fait des décisions sans influencer le plan de match. Je ne rentrerai pas dans les détails pour être capable sur 30 millions de générer 3 à 4 millions d'EBITDA. Juste pour dire à peu près positionner les éléments qui sont là. Donc, ça, c'est bon, bien sûr, cette année, on s'est frappé par le COVID. Je ne veux pas faire de forward-looking statement, mais pour les seuls éléments qui sont là, sans livrer rien, autrement dit, on était une business de 30 millions. On a dit qu'on avait 50 qui étaient dans le marché du théâtre, qu'on va être frappé autrement significativement. Fait que, il y a 2 trimestres de sortie, autrement dit, si je parle au niveau des résultats. C'est certain, autrement dit, que c'est une année de transition qu'on doit rebâtir. Et donc, on va être impacté au niveau de nos revenus. Fait que ça, c'est au point de vue de revenus. D'un point de vue du bilan et du cash flow, puis ça, on est extrêmement content. Je travaille avec des chiffres publics, là, fait qu'il n'y a pas de problème. Quand le COVID est arrivé en mi-mars, grosso modo, on avait 4 millions dans le compte de banque. C'est public. Fait que, je ne te dirais pas, Mathieu, c'est quoi les premières hypothèses qu'on avait, à quoi qu'on pourrait ressembler quand on a dit est-ce qu'on va avoir des revenus en Q1, est-ce qu'on va avoir des revenus en Q2 et tout ce qu'on sait qu'on ne savait pas gérer. Fait que, donc, tout ça pour dire ce que je suis content de faire, autrement dit, à travers ça, puis je garde l'histoire très simple, c'est qu'en date du 30 septembre, on a 5 millions dans le compte de banque. Donc, on est extrêmement content à travers vraiment les 6 mois les pires qu'on aurait pu avoir. Donc, 0 revenu de théâtre, 0 recurring à peu près, puis maison des zéros. À un moment donné, vous savez, au Québec, on ne pouvait même pas rentrer les employés pour produire, etc. Les résultats de là, donc je suis content, effectivement, si je parle de la situation de cash, qu'on a réussi à transformer dans toutes les annonces qu'on a dit. On a réussi, le Q1, on a réussi à demander à faire un 2,2 millions juste pour faire des choses là. Puis en Q2, on est 2,9, donc on est plus 30 autrement dit, puis le théâtre n'est pas encore apparaître. Fait que si je fais apparaître 5-6 millions par année de recurring revenus, etc., qui présentement, tu comprends en plus, le cash, c'est qu'on n'a pas de recurring. Fait que c'est ce que je dis qu'on est quand même, comme je dis, optimiste, pragmatique, autrement dit, de la situation dans laquelle on s'est mis positivement présentement. Puis c'est certain qu'effectivement, ça, c'est la situation. Ça, c'est au niveau des capitaux. Au niveau, ça veut dire qu'on a géré nos capitaux, ce que j'appelle de façon, survie, COVID, incertitude, avoir un bon bilan. Puis au niveau de financement dans le futur, autrement dit, c'est certain que de déployer tout ce plan-là à travers les années va prendre du financement. Mais le financement, la journée qu'on va décider d'en prendre, ça va être du financement de croissance pour accompagner des partnerships. Donc, on va faire un peu comme la R&D. On ne veut pas aller chercher de l'argent pour faire de la recherche. On veut accélérer des éléments qui sont là. On n'en a pas besoin, notre core est là. Fait que les financements vont être pour supporter plus agressivement les partenariats qu'on va avoir signés et effectivement amener la compagnie à un autre niveau. OK, parfait. Puis, félicitations pour la gestion pendant la crise. Je pense que vous êtes
très bien débrouillé malgré une situation qui n'était pas nécessairement facile. Je pense qu'on était mis comme, si on regarde le stock à un moment donné, on avait été mis comme, je pense, mort et enterré. Avant même, c'est ça. Ouais, non, j'ai regardé le graphique, puis effectivement, à certains points, il n'y avait plus beaucoup d'optimisme, mais là, ça s'est replacé un petit peu. Peut-être pas encore assez, là, mais bon, en tout cas. Mais c'est ça quand même, Mathieu, effectivement, je pense que c'est un bon point. C'est un élément d'un point de vue, quand on regarde les éléments qui sont là, la compagnie, même jusqu'à tout récemment, si on sort de la COVID, avait une association de théâtre, je pense que le monde ne savait plus trop ce que D-Box était devenu. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas une business, mais tu sais, c'est toute la simulation, c'est tout le racing, vous êtes quoi? Moi, ce que je prends effectivement, que notre stock qui a tanké à monnaie à 3 cents, puis qu'à monnaie a monté jusqu'à 27 cents en une semaine, même si on est un micro-cap, on bouge, c'est que le bout qui est positif, moi, que je vois dans la tendance des 6 derniers mois, c'est depuis qu'on a dit notre plan, depuis qu'on a livré des éléments, parce que c'est facile de dire et de livrer, comme dire, on est comme sorti du banc de punition. Les gens voient à l'Assemblée, on était très transparents sur où est-ce qu'on voyait la transformation. Je pense que les gens, plus on parle à des gens, Steve, David et moi, en continuité des investisseurs actuels, des nouveaux, ben, c'est cohérent, on le voit arriver, on voit ce qui arrive autrement dit, puis we see it coming. Il y a des affaires qu'on ne contrôle pas. Et moi, je pense que c'est là que je dis au moins ce stock-là, autrement dit, ben, il est associé à une nouvelle histoire, autrement dit, que les gens voient crédit, que les actions up to now voient qu'on a livré des éléments dans un environnement qui était merdique complètement. Oui, exactement. Puis, je pense pour ça aussi qu'une présentation comme on fait présentement, ça va aider, disons, à changer peut-être un peu la perception de l'entreprise. S'il y a des gens qui découvrent l'entreprise ou qui la redécouvrent, comme je disais dans mes communications en lien avec l'événement. C'est l'objectif. Stéphane qui s'est joint nous autres comme VP marketing et communication indirecte. On ne peut jamais trop communiquer. Fait qu'effectivement, on est beaucoup conséquent dans ce qu'on fait, puis les messages, puis de répéter autrement dit, puis de dire oui, on a dit ça, fait qu'évaluez-nous là-dessus. On ne contrôle pas tout. Mais effectivement, la ligne directrice, là, vous devez l'avoir arrivée sans qu'on donne tous les secrets. Oui, parfait. Ça. Une question que j'ai reçue de quelqu'un par courriel, c'était ben en fait, je vais la mettre, je vais la lier à une des questions que j'avais, là, mais combien d'actions en circulation, combien détenues par les initiés, puis aussi, c'est qui les actionnaires stratégiques importants? Là, je pense qu'il y a quand même des institutions québécoises connues là, qui sont actionnaires de D-Box. Ça va peut-être faire un petit portrait de ça. Oui, donc on a à peu près 176 millions d'actions en circulation. Donc, c'est pour ça. Les deux actionnaires, dans le fond, je vais dire qu'on va dire les deux actionnaires, autrement dit, qui sont publics ou initiés, divulgués, bien, effectivement, il y a la Caisse de dépôt qui est avec nous autres depuis plus d'une dizaine d'années et Fidélité qui est là également depuis longtemps. Donc, c'est deux actionnaires qui suivent le plan, qui croient au plan et qui sont là. Donc, c'est deux actionnaires de plus de 10 %. Donc, c'est là. Dans les autres éléments au niveau du management, etc., donc, on est là. Donc, on a à peu près 6 millions, on a à peu près 7 millions d'actions pour les actionnaires et les administrateurs qui sont là. Donc, là, je ne parle pas d'options, autrement dit, là, toutes des actions qui ont été achetées de nos poches. Et effectivement, on a eu le fondateur les fondateurs qui avaient un 10 % autrement dit, mais là, que le fondateur a pris sa retraite après énormément d'années. Donc, il a pris sa retraite en décembre. Donc, il y avait un autre 10 %. Donc, c'est l'action présentement qui est là. Le reste, il est dilué à travers différents joueurs. Est-ce qu'il est encore initié, Claude, le fondateur? Non, bien, dans le fond, dans les fondateurs, Claude est un des fondateurs, mais Claude, effectivement, il est encore, je pense qu'il est encore, Claude s'est dit parce qu'il est en transition avec nous. Okay. Il y a d'autres éléments qui sont, d'autres personnes qui étaient là, qui sont plus initiées, autrement dit. Donc, d'autres actionnaires qui sont fondateurs, qui sont plus avec nous autres, dont un qui a pris sa retraite en décembre, qui était plus sur des fonctions secondaires, là, autrement dit, mais qui était encore des actions. OK. Je pensais que c'était Claude, je me suis mélangé. Ben, Claude, dans le fond, n'est pas le fondateur de D-Box, mais disons, il est avec d'autres mondes à l'amont du transformation vers du motion system. OK, parfait. Oui, Richard Morrison vient de répondre. J'ai vu son message passer. Effectivement, il est arrivé un petit peu après quand il y a eu la transformation de D-Box, le business de speaker, vers transférer à travers un RTO vers une entreprise de motion. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui connaît l'historique de l'entreprise ici. J'aime ça. OK.
Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles peut-être un peu. Ben, qu'est-ce que tu considérais comme le plus gros risque pour D-Box présentement? C'est sûr que la COVID, ça n'a pas aidé, là, mais dans le futur, mettons, qu'est-ce qui pourrait venir dérailler vos plans? Si on met effectivement l'incertitude reliée à la COVID ou pas, comme je dis, ce qu'on ne sait pas, on le gère à chaque journée que ça apparaît. Mais si je mets ça de côté, je dirais que c'est encore. Je vais partir de ça, mais je vais répondre à ta question. Et après 20 ans, D-Box est encore le leader de l'aptique dans l'ensemble de l'écosystème de ce qu'on fait. C'est certain que là, avec l'aptique qui prend plus de traction, ça ne veut pas dire qu'on va se faire sortir du marché, mais des gros joueurs vont s'intéresser, puis il y a beaucoup d'argent qui va être déployé là-dedans. Donc, D-Box, il y a une opportunité, puis il y a un risque là-dedans. C'est n'importe quoi, comme on dit, met une couple de centaines de millions à Google, bien fâchés, probablement qu'ils sont capables de faire quelque chose. Donc, ça, c'est le risque des technologies, autrement dit, quand les marchés s'accélèrent, qui pourraient, je ne sais pas éliminer D-Box, mais disons, nous enlever certains grands parts de marché. Puis de l'autre côté, ben, avec la compagnie où est-ce qu'on est, autrement dit, c'est certain qu'il y a toujours la question de, j'appellerais ça, c'est build or buy. Et qu'avec toute l'expertise qu'on a là, autrement dit, bien, effectivement, ce qu'on dit, c'est que les joueurs qui vont là puis qu'on se positionne comme il faut, nous autres, on veut l'amener et la valoriser le plus longtemps possible. Puis on voit plein de matchs en partenariat pour, comme toutes vous autres, aller chercher le maximum de rendement. Mais définitivement, je viens du monde de la technologie, moi, des partenariats pour accélérer. Quand tu as une expérience clé, les gens d'habitude en technologie vont te parler au moins. Mm-hmm. Et c'est vraiment le risque, vu que l'aptique est rendu, comme on dit, plus active, etc. Ben, on a eu des joueurs que je ne peux pas nommer, des très, très gros joueurs que vous pouvez peut-être penser les noms, qui nous ont appelés et dit bonjour, je veux mettre de l'aptique dans mes différents périphériques. Il y a une différence. Comment je fais ça? Il y a des bouts qui savent, j'ai un SDK, mais comment c'est pertinent pour le corps à mettre de l'aptique pour que l'expérience soit positive? Ils ont pas mal plus d'argent que nous autres, mais ils nous appellent. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il se passe quelque chose, mais ça montre quand même la vision 360 holistique qu'on a de l'approche de l'aptique et sur l'expérience par rapport à des aptiques qui sont correctes, des petits joysticks qui bougent juste pour bouger. Ouais, c'est de l'aptique, c'est correct, mais c'est limitatif de ce que ça peut donner. Mm-hmm. Puis, je fais une petite parenthèse, là, mais en fait, tu as mentionné, bon, vous avez des brevets, vous avez clairement un savoir-faire, mais je me demandais, combien d'argent a été investi pour bâtir toute cette technologie-là que vous avez. Mettons que j'avais des moyens limités, puis je dis, je mets un montant d'argent pour répliquer ce que vous avez, là, combien ça prendrait, tu penses? Si je prends tout ça, autrement dit, le Claude, tous les éléments qui sont là depuis le début, là, tu parles d'une 50aine de millions. C'est pour l'ensemble de la business, là. C'est à peu près ça. Quand même impressionnant, surtout quand on regarde la capitalisation boursière de 20 millions présentement, c'est quand même intéressant. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se lance là-dedans, comme on dit toujours, c'est qu'exemple, quelqu'un qui veut nous compétitionner dans le théâtre. Tu développes ton système, il faut que tu te connectes avec les exhibiteurs, il faut que tu te connectes avec Disney, Warner, il faut que tu aies accès aux films en amont, il faut que tu fasses des certifications, après ça, tu fais ci, tu fais le marketing. Donc, bâtir, il faut que tu aies ton hardware, ton software, ton algorithme. Quelqu'un qui veut tout bâtir, ça veut dire que ça ne soit pas là, mais ce n'est pas juste de dire, comme dit, je vais une couple de personnes bien fâchées une fin de semaine avec l'argent, tu peux développer le technique. Mais après ça, il faut que tu aies intégré dans d'autres structures. Fait que c'est ça, nous autres, on est du hardware, on est du content, on est ici, fait qu'on est une espèce au centre d'un écosystème qui est plus spécialisé. Fait que oui, il y a quand même beaucoup d'argent qui ont été mis là-dedans. Fait que ça donne quand même le côté, je dirais même, si je me prends un actionnaire du futur, il y en a un actionnaire dans le passé qui peuvent dire que c'est beaucoup d'argent par rapport à la valorisation, puis il y a des questions de microcap et de trading, mais tu sais, effectivement, c'est une grosse fondation fondamentale qui est en arrière, comme tu dis, avec un pricing qui devrait être 21 millions. Puis, je veux dire, mettons que D-Box a été épais et il a scrappé 25 millions. Là. Je dis des niaiseries, mais quand même bien 25 millions de pertinents qui est mis là-dedans. Comme vous savez, il y a des business que le monde investit dedans qui ont 100 millions puis qui ont zéro produit puis ils n'auront pas avant 4 ans. Fait que nous autres, effectivement, c'est ça qu'on est content de la fondation qui est là. Puis effectivement, là, le marché de l'optique est vraiment porteur pour accélérer notre croissance. Oui, non, exact. Puis, tu sais, je pense que ce que ça démontre aussi, les investissements qui ont été, l'argent qui a été investi, puis l'écosystème que vous avez bâti, c'est vraiment qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont quand même importantes, je pense.
Fait que, moi, c'est quelque chose que personnellement, je regarde beaucoup quand j'analyse une compagnie. C'est quoi les avantages compétitifs, c'est quoi les barrières à l'entrée. Je regarde aussi beaucoup ben, le management. C'est important dans les microcaps, spécifiquement, de regarder est-ce que le management est compétent. Dans votre cas, en tout cas, je vois des belles barrières à l'entrée, des beaux avantages compétitifs, un bon management. Fait que, pour quelqu'un qui croit à la croissance du marché et à votre stratégie, je pense que il y a une belle opportunité peut-être. Là. Puis, bon, je vais y aller avec une dernière question. Puis encore là, je répète, les gens qui veulent poser des questions, je n'ai pas. Qu'est-ce que les investisseurs devraient regarder? À quoi on devrait porter attention pour les prochains trimestres pour vraiment confirmer que vous faites du progrès, que vous exécutez le plan d'affaires? Bon, dans le fond, je vais faire un lien avec certaines choses qu'on a dit, mais je pense que effectivement, c'est une question qu'on s'est fait souvent poser parce que quand tu es juste dans l'augmentation du chiffre d'affaires à court terme, tu fais juste surveiller des chiffres d'affaires. Tantôt, on a parlé de marché consommateur, donc gaming, siège à domicile et racing. Donc, nous, effectivement, on parle de partenariat. Donc, effectivement, les revenus vont s'accélérer, mais tout partenariat ou annonce qu'on va faire dans ces segments-là de marché. Donc, un exemple, si je veux vendre un siège à domicile, il faut que je fasse des annonces de contenu qui vont s'amener dedans, puis que je fasse des annonces de partenariat commercial qui embarquent là-dedans. Donc, comment je vais en vendre plus, puis comment, effectivement, j'aurai plus de contenu. Même chose dans le gaming, il devrait y avoir des annonces de dire quand est-ce qu'ils vont signer une entente pour développer un produit avec une compagnie d'aptique. Ou regardons, je n'importe quoi, on signe avec un autre studio de Ubisoft ou des petits qui rajoutent, qui montent la catégorie. Donc, moi, je pense que ce segment-là de consommateurs, c'est de voir ces éléments-là qui vont pas tout amener des revenus dans le prochain mois, 2 mois, 3 mois, mais qui vont mettre une prévisibilité des revenus dans le time frame. Donc, il y a tout ce segment-là. Et les autres éléments de marché, autrement dit, là, je dis, mais je ne donne pas des Q, mais dans le secret, par exemple, on dit exemple que notre IP est capable de driver des périphériques. Certain, quelqu'un pourrait dire aujourd'hui, Sébastien, votre système haptique ne fait pas juste fonctionner vos actuateurs. La journée qu'on annoncerait quelqu'un qui dirait, bon, je ne sais pas trop quoi, une veste haptique est drivée par des codes D-Box, ça montrerait une preuve que notre code peut être appliqué à une partie tierce dans un mode commercial, peu importe les revenus que ça va mettre. Donc, c'est là que ça fait. C'est comme si on ouvrait des portes de création de valeur. Puis c'est ça. Puis bien sûr, on va parler du footprint qui va arriver dans le home consommateur parce qu'on va avoir de footprint consommateurs qui vont devoir acheter du contenu. Puis on bâtit des communautés. Communautés, tu peux mettre sur les médias sociaux, tu peux engager, tu peux monétiser du data, tu peux faire des recommandations. Donc, ça, c'est plus à travers le temps, mais moi, c'est ce que je dirais. Création d'éléments qui créent de l'attraction commerciale et de contenu dans le consumer, des éléments de la plateforme technologique qui montrent que l'aptique de D-Box est reconnue par de tierces parties et effectivement, à travers le temps, des éléments qui montreraient comment on bâtit, plus peut-être dans un indice des communautés, autrement dit, qui vont se bâtir, qui vont être un troisième élément de création de valeur. Ce serait les 3 éléments de plus, outre que bien sûr suivre nos éléments. OK. Excellent. Bon, il y a des questions qui sont apparues dans le chat. La première, avec toutes les opportunités, comment D-Box choisit les priorités pour faire un focus des ressources humaines actuelles? Très bonne question. Ça fait 5 ans que je suis ici, ça fait 5 ans que j'ai fait du ménage, mais à ça, j'ai 2 dimensions à répondre. Puis là, le théâtre est une exception. C'est tous nos autres marchés, comme je dis, moi, je vends des moteurs à des gens qui fabriquent des voitures avec des moteurs. Donc, je vais utiliser l'approche OEM, autrement dit. Donc, nous, on approche notre base de revenus est basée, j'utilise le terme sur moins de partenaires ou peu de partenaires. Donc, quand je rentre dans un écosystème de simulation, je peux travailler avec 8, 10, 12 personnes qui travaillent des simulateurs. Donc, oui, il y en a qui vont dire que le défocus est dans plusieurs marchés, mais notre focus, c'est de se limiter à notre expertise dans les changements que j'ai faits pour se concentrer où est-ce qu'on est bon, trouver les bons partenaires et le laisser revendre. Et moi, je travaille avec lui. Ça, il y a une première question de focus qui est là au niveau de où est-ce que tu déploies et quel type d'activité tu fais. Donc, au lieu de développer des produits, tu développes ton prototype, tu développes ton produit final pour un segment de marché avec ton partenaire qui investit avec toi. Deuxièmement, c'est certain aussi, quand on dit consommateur, où est-ce qu'après ça, on va pas concentrer dans tel segment de marché ou tel segment de marché. Je vous donne un exemple. Dans le marché du médical, il y a de l'aptique de possible. On a déjà fait des éléments pour aider les gens en perte de motricité à mettre de l'aptique. Là, ce qu'on a fait dans nos segments de marché, c'est ce qu'on a, mais on le dit,
oui, on va mettre plus de ressources dans les marchés de type consommateur parce qu'on voit une opportunité doublée au COVID et effectivement, avec nos réductions de coûts d'aller là. Donc c'est ça. Donc, focus au niveau de la nature des activités et focus au niveau, quand on parle des segments de marché, de oui, il y a beaucoup plus de ressources par rapport à maintenir des secteurs qui vont avoir une croissance intrinsèque de, je crois, simple digit, 5, 10, 12, 15 à travers des partenaires, où est-ce qu'on investit plus que le marché consommateur. OK. Une autre question de Dominique, la même personne. Là, je ne sais pas si tu as mentionné ça, mais en tout cas, ça dit cash flow positif de 1 million cette année. Quelle est la portion subvention COVID dans le mix? OK. Je ne me souviens pas ce qu'on a donné. Ce qu'on a dit, c'est que, juste pour répéter au niveau des faits, et je vais répondre à la question. Donc, comme je disais, avant le COVID, on avait une business de 2 millions d'EBITDA qu'on avait amélioré pour faire 3 à 4 millions d'EBITDA sur 30 millions. Cette année, tantôt, je ne me souviens pas d'avoir dit rien par rapport à ça parce qu'on ne fait pas de forward-looking statement. Ce qu'on a dit, c'est qu'on gérait le cash, qu'on gérait la transition. Au niveau de la question, Sébastien, je pense que c'est parce que tu as mentionné que vous aviez 4 millions en cash avant la COVID, puis 5 millions maintenant. Peut-être c'est ça qui a créé la... Effectivement, positif là-dessus. Donc, au niveau des subventions, il y a une note aux états financiers spécifiques, la note 8, là, c'est 1,8 million de subventions. OK, parfait. Puis effectivement, on doit la divulguer. Donc, comme dit, je sais que lire des états financiers, j'étais un comptable, c'est pas sûrement très intéressant, mais quelqu'un qui veut suivre cette donnée-là. Puis nous autres, effectivement, oui, effectivement, quelqu'un peut se dire, je sais qu'il y a plein de business, excuse-moi, qui ont été plus profitables à cause de la subvention dans beaucoup de segments de marché. Nous autres, effectivement, ce qu'on regarde, notre 1,8 million, si je le compare au nombre de recurring qui est du 100 marge par rapport à 100 d'épargne, on est nettement contributeur si on fait une logique que quand un va disparaître, l'autre va revenir, même si les revenus vont commencer à revenir avec la subvention disparaître. Mm-hmm. OK. Autre question dans le chat. En fait, il y a deux questions, je vais peut-être les combiner, là, mais qui sont les compétiteurs actuels? Puis en parallèle, il y avait l'autre question qui était quelle autre entreprise au niveau mondial possède des connaissances dans le domaine? OK. Question simple et complexe à cause des différents segments de marché, mais je vais essayer de faire des catégories, j'appelle ça de compétition, directe et indirecte. Au niveau de l'aptique qui se rapproche, autrement dit, il y a des joueurs qu'on voyait surtout dans le théâtre, qui venaient des parcs d'attractions. Donc, des gens qui avaient fait des rails de parcs d'attractions qui bougent et qui sont venus. Donc, on avait des joueurs comme 4DX ou MX4D qui ont amélioré des solutions de type théâtre. Puis il y avait des approches de type theme park très industrielles, etc. Donc, ça, quand on prend le grand segment de l'aptique dans des applications de type plus commercial, ces types de joueurs-là sont là. Dans d'autres segments de marché, je dirais que dans l'aptique, il y a des joueurs de l'aptique, en général, où est-ce qu'il y a plus de compétition, c'est plus cher. Quand on parle de CAE, mais c'est très élevé, il y a plusieurs compagnies à monnaie qui vont spécialiser sur des simulateurs, à passer des simulateurs de 300 000, 400 000, 500 000, etc. Donc, il y a beaucoup de joueurs industriels qui font du motion, mais à un niveau d'industriel plus élevé, puis des price tags plus élevés. Fait que ça, on a cette deux. Je fais quand même juste résumer les grandes catégories. Et quand on tombe plus dans le consommateur, ce qu'il y a présentement là, parce qu'effectivement, si on retourne au dernier CS, il y a beaucoup de monde dans le CS. Là, tu te ramasses, j'appellerais ça que la compétition est. Je vais dire ça, puis ça ne veut pas dire que c'est pas bon, j'appellerais ça là, cheap or simple haptic. Tu sais, quand on dit des rumbles dans des manettes où il y en a qui vont faire des coussins avec qui vont réagir à la musique, qui vont faire des vibrations. Donc, ce qui apparaît présentement là, c'est des premiers niveaux par plein de petites compagnies de comment faire du sensoriel et d'être buzzword compliant avec l'aptique. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il n'y a rien à faire avec ça. Ça veut dire effectivement que c'est des applications des petits périphériques qui vont se faire, qui vont être limitatifs au niveau de la profondeur technologique et en général qui ne sont jamais connectés aux producteurs de contenu. Donc, il faut qu'ils s'inspirent de la vraie vie et des sons parce que sinon, ils ne pourraient pas arriver là. C'est pour ça que je dis, oui, il y a une compétition de l'aptique, de comment le monde de l'aptique va se faire. Il y a des gros joueurs qui vont se mettre là-dedans. Et effectivement, dans l'aptique, où est-ce qu'on trouve notre place? Si vous prenez Apple, si vous regardez la dernière mise à jour, avant, ça s'appelait Vibe, etc., ça s'appelle aptique. Si vous regardez dans votre menu, donc la notion d'aptique s'intègre partout. Mais effectivement, il y en a que c'est juste des petits rebondissements, avec d'autres,
au centre de tout ça. C'est là que des joueurs qui s'associent, il y a des joueurs qui sont juste sur le hardware, il y a des joueurs qui sont juste du logiciel, il y en a juste qui veulent juste des SDK. C'est probablement là qu'il faut voir les grandes catégories de compétition. Dans le consommateur, ça va être effectivement assez viral. Puis, il va y avoir différents spectres de prix dans le marché d'intérêt. Mais qu'est-ce qui va devenir le plus, je veux dire, viral ou intéressant rapidement par strate de marché? Puis, c'est là que ça va se passer. OK. C'est un bon résumé. D'ailleurs, très bonne réponse, merci. Plaisir, en espérant que c'était clair. Prochaine question. Je n'ai pas vu de présentation aux investisseurs sur votre site web. Est-ce à l'agenda? Non, les présentations, on a fait le bout que je dis dommage, c'est qu'à l'Assemblée des actionnaires, on était une compagnie publique. Vu qu'il y a un changement de management, c'est la première année qu'on a été plus loquace en présentation. Donc, à l'Assemblée des actionnaires, et même les guests pour être là, on était quand même assez généreux d'expliquer un peu ce qu'on fait aujourd'hui, de où est-ce qu'on s'en va. Mais à date, on le retient, mais à date, il n'y a pas de décision à court terme de mettre les présentations investisseurs. On n'a pas de earning calls, on n'a pas de roadshow. C'est Steve qui est la personne, autrement dit, qui est le contact avec les actionnaires. Fait qu'on n'a pas ça présentement. Mais juste pour préciser, je pense que peut-être la question, c'était vraiment juste, carrément mettre un PDF, un PowerPoint, juste les slides. Est-ce que ça non plus, c'est pas dans les plans? Bien, donc, avec Steve, on regarde de faire ça, puis David, fait que je peux te revenir, Mathieu, et revenir au groupe. Mais c'est certain qu'il n'y aura pas, comme on a aujourd'hui, de présentation très orientée vers le futur qu'on va laisser. Et c'est pas pour les. On aimerait ça le laisser pour les actionnaires, mais comme vous le savez, vu qu'on est une microcap, une compagnie publique, on parle des risques, on veut juste diminuer la facilité que les compétiteurs aient accès à ça, même si on ne donne pas de secret et des tangentes. C'est pour ça que ce qui va apparaître risque d'être très fact-sheet, factuel, résultats financiers, etc. Et ça, c'est une décision qui va avec le risque de compétition. OK, parfait. Pas de problème. Une autre question. Avec la montée de l'industrie du e-sport, avez-vous étudié si l'aptique pourrait améliorer les performances d'un joueur? Totalement. Je vais répondre à cette question-là en deux. On va dire, il y a peut-être un PR qui va sortir, mais l'information est déjà sortie publique. Donc, là, je vais dire VCO. On a eu, je pourrais m'arranger, Mathieu, aussi de l'envoyer autrement dit. Donc, on vient de s'associer à un réseau, à une compétition d'e-sport, une saison d'e-sport de racing dans laquelle D-Box participe avec des gens. Donc, tous les gens vont faire la compétition e-sport, puis c'est plusieurs événements. C'est avec, là, je regarde, Steve, c'est avec DCO, je pense, et différents partenaires. Donc, pour faciliter, Mathieu, j'enverrai ça. On enverra l'article qui est sorti par notre partenaire et qui va peut-être s'amener sur notre PR. Le bout que je vais dire aussi, le deuxième élément qui est ça, je vais mettre deux angles, c'est que dans le e-sport, on voit un potentiel plus qu'intéressant. Mais quand on l'a regardé aussi, ce qu'il faut voir, c'est qui fait de l'argent là-dedans. Le e-sport, présentement, il y a un élément indirect que tu veux que les consommateurs s'associent à ça et agitent ton système. Mais au niveau de vendre à du e-sport, etc., là, les seules personnes qui payent de l'argent, c'est les promoteurs. Fait que tous les gens qui sont dedans, autrement dit, là, tu t'associes pour la visibilité, mais c'est toujours pratique. Combien de revenus on génère? Mais la question qui est intéressante aussi, quand on fait du gaming, on a une étude qui devait, une étude on a fait différentes études scientifiques, mais qu'on faisait dans le gaming, c'est l'angle que nous, on voit le gaming, donc je mets le e-sports là-dedans, il y en a deux. Et on l'a validé avec des gens, mais on veut même après ça plus le prouver d'un point de vue scientifique, c'est que il y a l'angle, on appelle ça le divertissement est immersif, donc autrement dit, tu rentres encore plus dans le jeu, plus concentré, donc d'un point de vue divertissement. Puis je vais vous donner un exemple, mais l'exemple de performance est à l'agenda également. Et là, notre analyse va nous faire travailler avec des gens de performance ou pas pour le faire. Je vous donne un exemple. Si vous jouez à Call of Duty, puis effectivement, vous courez, puis il y a quelqu'un en arrière, bien, si je te fais un queuing sur ton banc dans le dos, puis tu sais à cause de ça qu'il y a quelqu'un qui est en arrière, tu ne regardes pas à ton écran, ou si tu as un code qui vient dans ton aptique qui te dit que ta vie est en train de perdre, sauf des millisecondes. Donc, il y a des angles déjà prouvés dans tout ce qui est le racing de façon générale de performance parce qu'on le fait en formation professionnelle avec des pilotes qui performent mieux à cause de ça. Mais dans les sports généralisés, il y a l'angle de performance. Puis là, effectivement, ce qu'on voit, c'est on voit les deux angles apparaître. Mais de l'autre côté aussi, on voit plus l'angle divertissement avec des revenus plus rapides parce que de l'autre côté, même si on est convaincu et on jase avec les gens qui sont là,
je ne pense pas que quelqu'un qui est en train de bêter sa bourse de 100 000 va vouloir qu'on y mette un simulateur, puis les autres ne l'auront pas, puis que jusqu'à temps qu'ils sachent que ça perfectionne les bonnes. Donc, on veut s'assurer que ça s'intègre dans des séries, que tout le monde a le même attrait, puis qu'effectivement, on va passer, j'appelle ça à du gaming, j'appelle ça de réalité, comme un peu du Ready Player One, comparativement à du gaming qui était un peu vintage. OK. Ah, c'est vraiment super intéressant. Il n'y a pas d'autres questions. Là, ça fait presque 1h15, fait que je pense qu'on va pouvoir conclure. Ça a été vraiment un bel aperçu de la compagnie. Je te laisserai peut-être, Sébastien, le mot de la fin si tu veux laisser les investisseurs avec quelque chose à retenir de ta présentation aujourd'hui. Mathieu et tout le monde, merci d'avoir passé le temps, votre temps qui est disponible. Je suis peut-être tanné d'être à l'écran, autrement dit, donc une autre heure de plus à écouter quelqu'un, mais c'était très content que Mathieu nous ait invités. Moi, ce que je veux retenir les gens, autrement dit, c'est effectivement, je pense que je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit. Je pense que un des bouts de D-Box que j'ai à dire, c'est qu'une valeur qui était mal perçue. Tantôt, Mathieu parlait de création de valeur et d'avantages compétitifs. Bien sûr, il y a des marches à continuer de monter. Je pense qu'il y a une opportunité dans chaque défi, il y a une opportunité. Donc, tout l'élément de COVID et de divertissement à domicile nous accélère cette traction-là. Donc, c'est les deux angles que j'invite les gens à faire. Et effectivement, David, Stéphane, Steve, moi, on n'est pas des dieux, il va se passer des choses. Tout ce qu'on contrôle, on va essayer de très bien le faire. Et comme toutes les compagnies, il va se passer des choses qu'on va avoir à gérer. J'ai confiance au plan de match, j'ai confiance à la valeur fondamentale de D-Box, j'ai confiance avec tout ce qu'on a dit, autrement dit, qu'il y a une belle mine d'or. Puis oui, effectivement, le bout qu'on est là, c'est qu'il faut démontrer chaque action qu'on fait à travers le temps, qu'on crée de la valeur et qu'on voit les gens et de faire une meilleure communication avec les actionnaires, ce qui n'a pas toujours été le cas pour des raisons qui étaient décidées avant. C'est pour ça que j'invite aussi, par Mathieu ou Steve qui est là, autrement dit, on paye quelqu'un à temps plein, on investit quelqu'un à temps plein pour parler avec les actionnaires, on ne peut pas tout dire, mais on veut que ça soit le plus clair possible et effectivement que les gens suivent D-Box et bien sûr, idéalement, nous supportent. Merci beaucoup à tous de votre temps. C'est précieux. Merci beaucoup à Mathieu de nous avoir invités et en espérant que je ne parlais pas trop vite, ce que je fais souvent, et que les réponses ont été assez claires pour vous aiguiller et on est disponible pour d'autres questions. Bon, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Sébastien. Puis si jamais il y a des gens qui veulent les infos pour contacter les gens de D-Box, vous pouvez me contacter puis je vais vous mettre en contact. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé ce soir. Puis aussi à ceux qui vont l'écouter sur YouTube éventuellement. Je rappelle aux gens, là, quittez pas après la fin de l'enregistrement si vous voulez rester pour jaser, c'est libre à vous. Puis, en terminant, s'il y a des commentaires, questions, peu importe, vous pouvez me contacter sur le site web Espace Microcap, c'est espacemc.com. Il y a un formulaire de contact là. Sinon, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Puis, il y a aussi le forum de discussion qui est accessible via le site web. Donc, on a beaucoup de discussions, dont il y a une discussion sur D-Box. Fait que si vous voulez aller partager vos commentaires, poser des questions, peu importe, gênez-vous pas pour vous inscrire et participer. Alors, merci tout le monde et bonne fin de soirée. Merci beaucoup tout le monde. Merci Mathieu. Bonne soirée.